Là, on va voir la thérapeutique de l'asthme. Avant de commencer cette deuxième partie sur la thérapeutique, il faut que vous sachiez quelques définitions parce qu'ils sont très importantes pour adapter un traitement à chaque définition. C'est quoi une crise d'asthme? Une crise de durée brève, c'est-à-dire inférieure à un jour. Si un patient vous rapporte le même jour, il vient vous consulter, vous rapporte qu'il a des symptômes de durée brève, le jour même, donc on est devant une crise d'asthme. C'est quoi les exacerbations d'asthme? C'est un enchaînement de crises d'asthme sur une période de quelques jours. C'est un patient qui consulte après une semaine et qui vous rapporte à l'interrogatoire qu'il est gêné, ça fait plusieurs jours. Donc, il vous décrit la crise qui se répète plusieurs jours. Et rappelez-vous de la définition, c'est des symptômes qui sont récurrents, qui disparaissent spontanément ou sous traitement. C'est quoi la gravité? C'est l'intensité, crise ou exacerbation. On va faire des crises d'asthme selon leur gravité. On parle d'asthme sévère au niveau de pression thérapeutique, donc optimale. Et le contrôle, il est basé, c'est la base du suivi des asthmatiques qu'on apprécie sur une période courte d'une semaine à 3 mois. C'est-à-dire, pour dire que c'est un patient, il est contrôlé, quand on le revoit, on va voir quels sont des critères de contrôle. Donc, c'est quelques difficultés à connaître. Là, on va voir la thérapeutique de l'asthme. Quel est le but du traitement? Il faut savoir que le but de la prise en charge d'un asthmatique est triple. Notre but, c'est de faire disparaître les crises et bien sûr réduire les symptômes cliniques avec un traitement efficace et toléré. Notre objectif également, c'est de normaliser la fonction ventilatoire en agissant en profondeur sur l'inflammation bronchique. C'est une maladie inflammatoire chronique dont notre but, c'est d'agir en profondeur sur cette inflammation. Et le troisième but, c'est obtenir un contrôle total ou acceptable pour permettre à ce patient d'avoir une vie normale. Donc, c'est ça le but de la thérapeutique, faire disparaître les crises, normaliser la fonction ventilatoire et obtenir un contrôle total ou acceptable pour permettre aux individus, les patients asthmatiques, de vivre normalement comme tout le monde. Il faut distinguer une maladie asthmatique qui se définit par l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique permanente et la crise d'asthme qui est l'exacerbation de ces phénomènes. Donc, on différencie deux catégories dans l'asthme, la maladie asthmatique et la crise d'asthme. Pourquoi on différencie ces deux entités? Parce qu'on va traiter les deux entités et le traitement sera différent. Donc, on va voir en général quels sont les moyens thérapeutiques qu'on peut donner à un asthmatique. Après, on va voir les indications aussi bien pour la crise que pour le traitement de fond de la maladie asthmatique. Quels sont les médicaments de l'asthme? Il faut savoir à partir de la définition, et j'ai insisté l'autre jour, maladie inflammatoire chronique qui se manifeste par des symptômes toux, dyspnée, obstruction thoracique, obstruction bronchique qui sont réversibles spontanément ou sous traitement. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette définition? Il y a l'inflammation permanente, donc c'est évident, pour traiter l'inflammation, on va donner les anti-inflammatoires. Et il y a l'obstruction qui est variable dans le temps et dans le temps et qui est réversible. On va voir la thérapeutique qui est basée sur les bronchodilatateurs. Donc, rappelez-vous de ce tableau. On a deux composantes dans l'asthme qu'on doit traiter pour avoir un bon contrôle de la maladie et pour traiter les crises. L'inflammation, on donne des anti-inflammatoires et l'obstruction, on donne des dilatateurs. Quels sont les traitements disponibles actuellement pour traiter l'asthme? Les bronchodilatateurs, et je vais vous montrer, il y a plusieurs. On va prendre chaque bronchodilatateur en détail pour savoir les indications, les effets d'indication. Les bronchodilatateurs, tout le monde connaît les bêta-mimétiques inhalés de courte durée d'action. Je vous donne l'exemple, même si c'est un nom commercial, la ventoline, c'est un bêta-mimétique de courte durée d'action. Vous allez trouver beaucoup d'asthmatiques qui ont toujours dans leur poche ce spray bleu. On a pas mal. Il y a Vicovon, il y a Inhaler, il y a plusieurs noms. Il y a les bêta-mimétiques inhalés de longue durée d'action. Donc, vous voyez, je suis toujours dans les bronchodilatateurs. Il y a les bêta-mimétiques de courte durée d'action, c'est-à-dire leur action, elle est brève, rapidement, l'action, elle va partir. Il y a les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action qui agissent plus lentement. Il y a les anticholinergiques inhalés de courte durée et de longue durée d'action qui font partie des bronchodilatateurs. On a également les associations entre les deux bronchodilatateurs, les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques. Il y a la théophylline qui est un bronchodilatateur également. Il y a l'adrénaline qui est un bronchodilatateur. Donc vous voyez,
Combien de bronchodilatateurs on dispose? Donc, on a le choix pour traiter les patients selon les indications. Donc, les bronchodilatateurs, il y a les bêta-2-méthyl inhalés de courte durée d'action, de longue durée d'action. Il y a l'association anticoénergique inhalée de courte et de longue durée d'action. Il y a l'association entre les deux bronchodilatateurs bêta-2-méthyl et anticoénergiques. Il y a la théophylline et il y a l'adrénaline qui est un puissant bronchodilatateur utilisé en réanimation. On va le voir pour les valves aiguës graves. Les anti-inflammatoires, donc le chef de file, c'est la corticothérapie. Donc dans l'asthme, on peut utiliser, selon les indications, les corticoïdes inhalés, qui est la pierre angulaire de traitement de fond de l'asthme, mais également on a recours parfois aux voies systémiques, féroces et voies intraveineuses pour traiter la crise. Également, dans les anti-inflammatoires, il y a les antileucotriens féroces. Les anti-inflammatoires dont l'action est un peu plus faible que les corticoïdes. Et on a également des associations entre les corticoïdes inhalés et les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Il y a la biothérapie tel avenir. Et récemment, au Maroc, il est commercialisé les anti-IgE. C'est un traitement des asthmes allergiques avec des IgE très élevés. C'est un traitement cher, mais efficace quand on pose l'indication, surtout pour les asthmes sévères qu'on n'arrive pas à gérer par d'autres thérapies. Il y a également les antileucotriennes. Cette biothérapie, elle est réservée aux centres spécialisés. Donc, vous n'allez pas trouver l'ordonnance d'un médecin généraliste qui va prescrire ça. Les anti-IgE, c'est un traitement que les pneumologues peuvent prescrire. Et également, il y a la thermoplastie qui commence à être utilisée dans certains pays. Donc, sur cette plaque, vous voyez les traitements disponibles pour l'asthme. Les bronchodilatateurs, les anti-inflammatoires, les associations bronchodilatateurs et corticothérapie inhalée. Il y a les biothérapies et j'ai rajouté la thermoplastie parce qu'il y a des centres qui utilisent pour les traitements de l'asthme avec rhinodilate bronchique. D'abord, on va parler des bronchodilatateurs. En premier, les bêta-2-méthyl de courte durée d'action. Donc, ils sont disponibles, voie inhalée et voie injectable. Les voies injectables, on spray salbutamol et terbutaline, c'est les deux molécules. Et vous voyez, il y a plusieurs noms commerciaux. J'ai écrit quelques-uns. Il y a la salbutamol, c'est l'exemple de la ventoline, Butovan, Gelator, inhalaire, et la terbutaline, c'est la bricanine. Il y a la forme nébulisation toujours dans la voie inhalée. Tout de suite, on inhale, on parle de voie inhalée. La ventoline, salbutamol et terbutaline, bricanine, c'est ce que vous voyez sur le stage aux urgences en nébulisation. Donc, c'est des bêta-2-méthyl en nébulisation. C'est les médicaments de choix des exacerbants. Donc, c'est cette voie inhalée avec, des bronchodilatateurs de courte durée d'action qu'on donne au traitement aux malades en crise. Pourquoi? Regardez le délai d'action, il est rapide, 5 à 15 minutes. Rappelez-vous quand j'ai parlé du diagnostic positif de l'asthme, on a fait la spirométrie qui a objectivé une obstruction, on a fait les bêta-2-méthyl de courte durée d'action, on a refait l'examen. Et vous voyez, je vous ai dit qu'il faut laisser le patient 10 minutes, max 15 minutes. Vous voyez, l'action, elle est rapide. Et on refait notre spirométrie pour voir s'il est réversible. Le délai d'action, c'est 5 à 15 minutes. Et sa durée d'action, elle est estimée 4 à 6 heures. Donc, au bout de 4 heures, l'effet commence à disparaître. Il y a également les voies injectables grammes de salbutamol qu'on utilise voie subcutanée, une ampoule à répéter éventuellement, voie intraveineuse avec seringue autopulsée en réanimation. J'insiste sur la voie inhalée parce qu'on l'utilise généralement. La voie injectable, il est utilisé dans certains centres ou dans certains dispensaires qui n'ont pas beaucoup de matériaux, mais il vaut mieux utiliser la voie inhalée parce que vous allez voir quand on traite la crise d'asthme, on peut surveiller le patient, on peut répéter la prise. Bon, on vient de parler des bêta-2-méthyl de courte durée d'action. Là, on va voir, on a vu les différentes voies inhalées, voies injectables. Là, on va voir les posologies. Donc, dans les aérosols, les sprays que vous voyez, donc, il y a l'aérosol salbutamol bricanil et la nébulisation, il y a des flacons. On dit, je ne sais pas si vous faites des gardes, flacons de 10 millilitres
la posologie, elle est de 5 mg par minute. Généralement, le médecin urgentiste ou le pneumologue va prendre 1 à 2 ml de flacon de 5 à 10 mg. Il va mélanger avec 4 ml de terreau physiologique qu'il va mettre dans le nébulisateur qui est raccordé à une source d'oxygène et on donne un fort débit d'oxygène 6 à 8 litres pendant 15 à 20 minutes et vous allez voir le brouillard. C'est un brouillard, donc le mélange, vous avez vu. Donc, rappelez-vous, le salbutamol, c'est un flacon de 10 millilitres. Donc, je ne vais pas mettre tout le flacon. Donc, c'est des flacons de 10 millilitres. On prend 1 à 2 millilitres, qui est l'équivalent de 10 mg, 5 à 10 mg, qu'on va mélanger avec de terreau physiologique. Le bricanide, il est plus pratique. C'est une dose. Donc, vous allez prendre le récipient et vous allez le mettre à mélanger également avec le terreau physiologique. C'est plus pratique et c'est plus rapide. Donc, c'est des unités, c'est des récipients, une dose de 2 millilitres. Il y a la dose cutanée. J'ai mis les valeurs je ne vous dis pas d'apprendre les valeurs 0,7 microgrammes par kilo. La perfusion, c'est réservé à la réanimation. Quels sont les effets secondaires? Principalement, les malades rapportent une tachycardie, tremblement et parfois au bilan, à la langue, on va trouver une hypocalémie. Donc, quand vous voyez un malade aux urgences ou bien en consultation qui tremble, soyez sûr que ce patient utilise le plus souvent ces bêta-diagnostics de courte durée d'action, ce qui prouve que c'est un malade qui est non contrôlé. Donc, il n'a pas assez de traitement de sang et il fait plusieurs crises et il utilise souvent les bronchodilatateurs. Donc, faites attention aux malades qui ont un trouble de rythme. Il faut toujours parler au cardiologue qui est un malade, il utilise pour un trouble de rythme pour ajuster le traitement et donner un traitement de fond optimal pour que le patient n'a pas recours souvent aux bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc, on a parlé des bêta-diagnostics de courte durée d'action. Là, on va voir les longues durées d'action. Également, les modes d'administration, la voie inhalée qui est privilégiée. Et il y a la voie orale. Les produits utilisés dans le formoterol et le salmeterol. J'ai écrit des noms, mais rappelez-vous de la molécule mère. Donc, on a deux formes de bêta-diagnostics de longue durée d'action, le formoterol et le salmeterol. Par voie orale, on a servitamine LP et salbutamol LP et j'insiste, la voie inhalée est privilégiée pour le traitement de la maladie asthmatique. Pourquoi? C'est les bronches qui sont malades, donc on traite directement les bronches. Par contre, quand vous donnez un traitement par voie orale, c'est un passage systémique, il aura plus d'effets secondaires que si on donne un traitement par voie inhalée. La voie inhalée est le mode d'administration du choix dans l'âge. Donc, c'est bon, on est dans les bêta-diagnostics toujours. Là, les effets secondaires également des bêta-diagnostics de longue durée d'action. Également, la presque la même chose, c'est les troubles de rythme cardiovasculaire, les tremblements, et parfois des patients qui rapportent une bronchoconstriction paradoxale. Quand ils utilisent leur spray de bronchodilatateurs de longue durée d'action, ils nous font un bronchospasme. Et voyez-vous les délais d'action. Le délai d'action du formoterol, il est de 5 minutes. Le salmeterol, il est d'une heure. Donc, il y a deux types, formoterol et salmeterol, et leur délai d'action, il est différent. Le formoterol, même s'il est un médicament de longue durée d'action qui persiste dans l'organisme 8 à 12 heures, son action, il est rapide. Le salmeterol, quand à lui, l'action, il va apparaître après 1 heure et il va durer 8 à 12 heures comme le formoterol. Pourquoi j'insiste? Parce que vous allez voir par les recommandations actuelles du GINA, l'utilise comme traitement de crise et traitement de sang. Pour ça, j'insiste. Il y a longtemps, on ne savait pas que le formoterol a une action rapide. Là, on découvre qu'il a une action rapide. Donc, le médicament, vous allez le voir en traitement de sang, peut utiliser le même dispositif pour traiter sa crise et pour traiter sa maladie. Donc, rappelez-vous de ce formoterol. Son action, elle est rapide et sa durée d'action, elle est longue. Et là, j'insiste et j'ai mis en rouge pour vous, utilisation obligatoire des bronchodilatateurs de longue durée d'action couplés aux corticoïdes inhalés. Pourquoi? La définition de l'asthme, c'est une maladie inflammatoire. Donc, si je donne un bronchodilatateur sans traiter l'inflammation va persister
Le malade, certes, il va être soulagé, mais à un moment, l'inflammation, l'afflux cellulaire, il y aura un remodelage et ces bronchodilatateurs ne vont plus faire d'action parce que la maladie, elle est toujours là. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années. Ils ont pris des patients, un bras chez qui on a donné des bronchodilatateurs de longue durée d'action seuls, un bras on a fait les associations et un bras on a donné la corticothérapie inhalée. Cette étude a été arrêtée rapidement. Pourquoi? Parce que le bras chez qui on donnait que les bronchodilatateurs de longue durée d'action faisait des asthmes aigus graves, il y a eu des décès. Donc, rappelez-vous, si vous trouvez un patient qui se balade avec le bronchodilatateur de longue durée d'action, il faut lui expliquer que ça, c'est pas le traitement de l'asthme. Il faut avoir une corticothérapie inhalée, principalement, qui peut être seule ou on rajoute le bronchodilatateur de longue durée d'action. Mais jamais un bronchodilatateur de longue durée d'action seul. C'est différent de la BPCO. Contrairement à la bronchopneumopathie chronique obstructive, vous allez trouver le bronchodilatateur de longue durée d'action qu'on donne en premier. C'est le chef de file de la thérapeutique. Pour l'âge, c'est les corticothérapies inhalées. Donc, toujours, donner les deux. Soit la corticothérapie inhalée seule, soit associer un bronchodilatateur selon le niveau de contrôle, mais jamais un bêta-diagnostic de longue durée d'action seul. Et pour ça, on a des combinaisons. Je croyais que vous avez vu également ces dispositifs. C'est le discus du Ferritide, c'est l'association salméterol discutazone. Vous voyez, il y a des doses. Ces doses sont adaptées selon le contrôle. Je peux donner à un patient 100 microgrammes parce que son niveau de contrôle, il est bien. Et je peux augmenter la dose à 500 pour un sujet qui a un âge qui est non contrôlé. Et il y a également l'association formoterol budesonide avec des doses différentes. Il y a d'autres nouvelles associations. Le formoterol et budesonide, il est important. Pourquoi? On va le voir parce qu'il est dans les recommandations actuelles. Le fait que le formoterol a une action rapide, il va être utilisé en traitement de crise et traitement de bronche. Son action, elle est de 5 minutes comme les bêta-diagnostics de courte durée d'action. Là, c'est un tableau, je ne vous invite pas à la prendre, mais j'ai mis dans ce tableau les différents noms commerciaux, les formes galéniques et le dosage. C'est un papier que vous pouvez laisser chez vous, ou bien si vous travaillez aux urgences. Donc, par exemple, le bêta-diagnostic de longue durée d'action, j'ai mis le salméterol, le formoterol, et j'ai mis les noms, céréventoradine, les formes galéniques et les inhalations. Il y a les bêta-diagnostics par voie orale, les bêta-diagnostics par voie parentérale, et les bêta-diagnostics de courte durée d'action par voie inhalée. Qui sont salbutamol, terbutaline, le terbutaline, on l'avait, mais il n'est plus commercialisé. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les bêta-diagnostics en général. Petit A, c'était les bêta-diagnostics de courte durée d'action. Petit B, c'est les bêta-diagnostics de longue durée d'action. Là, on va voir les anticoénergiques de courte durée d'action. On est toujours dans les bronchodilatateurs. Ces anticoénergiques, ils donnent une bronchodilatation par une diminution du tonus vagal. Leur action, il est moins que le bêta-diagnostic et il est plus retardé. Il existe en nébulisation. Là aussi, vous pouvez le trouver aux urgences. C'est l'ipratropium. Le nom commercial, c'est la Lactrovant. C'est également des dosettes de 0,5 mg par demi-litre avec une boîte de 10 unidoses de demi-litre. Son action, il est synergique. Généralement, on donne au cours des crises d'asthme pour les patients, on donne le bronchodilatateur, le bêta-diagnostic de courte durée d'action, associé aux anticoénergiques de courte durée d'action pour potentialiser l'effet. Il va augmenter l'effet bronchodilatateur. Mais on privilégie d'abord les bêta-diagnostics. Pourquoi? Parce que leur action est plus grande que les anticoénergiques. Les effets secondaires rapportés, c'est surtout la sécheresse buccale et le mauvais goût. Parce que c'est des détails. Donc, les malades rapportent la sécheresse buccale et le mauvais goût. Toujours les anticoénergiques, on a vu les anticoénergiques de courte durée d'action. Il y a également les anticoénergiques de courte durée d'action associés dans le même dispositif au bêta-diagnostic de courte durée d'action, qui est celui qui est commercialisé au Maroc récemment, c'est le bronchodual, qui est l'association de bromure d'ipratropium, qui est un anticoénergique, et du phenoterol, dans le même aérosol. D'accord? Donc, c'est pour potentialiser l'effet des bêta-diagnostics de courte durée d'action. Et il y a les anticoénergiques de longue durée d'action. Il y a longtemps, les anticoénergiques de longue durée d'action étaient réservés aux malades qui ont la BPCO
actuellement, ils ont leur place dans l'âge, en plus parfois des bronchodilatateurs, les bêta-2-magnétiques. On a le tiotropium, Spiriva eczema, c'est ce qu'on utilise, qu'on a au Maroc. Le délai d'action de ce tiotropium, il est 1 heure. C'est un bronchodilatateur de longue durée d'action. Et sa durée d'action, il est 24 heures. Rappelez-vous des durées et de délais. Pourquoi? Si je vous dis que ce médicament a une durée d'action de 24 heures, c'est évident qu'il va être utilisé une seule fois. Si je vous dis que, par exemple, je reviens à notre plaque, la plaque de vétérinaire de longue durée d'action, vous voyez la durée d'action, elle est de 8 à 12 heures, ce que signifie, je vais donner à mon patient 2 fois par jour, 24 heures, parce que l'action disparaît au bout de 12 heures. Ces anticoénergiques, ils ont une durée d'action de 24 heures, donc on va utiliser qu'une seule fois. Il est préconisé dans le traitement de sang en association complémentaire avec d'autres traitements de l'asthme dans le palier 4 du GIN, c'est-à-dire dans le palier des maladies non contrôlées, de l'asthme non contrôlé. On est toujours dans les bronchodilatateurs. On arrive à la théophylline qui était très utilisée il y a longtemps avant que on commercialise les sprays. Il est de moins en moins utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires gênants, troubles de rythme, troubles digestifs, des malades rapportent des céphalées et il y a des malades qui font des crises comédiales et il y a des interactions médicamenteuses importantes avec la théophylline. Il y a encore des médecins qui l'utilisent, mais il faut une surveillance stricte des patients. Parce que si vous donnez de la théophylline, oui, il va être soulagé. Mais s'il développe un trouble du rythme ou un trouble digestif et il est loin, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça il est de moins utilisé. Et également la marge de l'efficacité et la toxicité, elle est très étroite. Donc il ne faut pas dépasser 10 mg par kilo par jour. Donc si le patient par erreur dépasse la dose d'un petit peu, il va tomber dans la toxicité. Il y a la théophylline retard. Je vous ai mis également les molécules qui sont commercialisées. Il y a le théostat avec les dosages 100 et 300. Il y a la nicotine avec les dosages 100, 200 et 300. Mais c'est considéré comme un médicament bronchodilatateur. L'adrénaline. L'action bronchodilatateur est puissante, mais est brève, utilisée dans les exacerbations sévères en réanimation, bien sûr après échec des autres thérapeutiques et bien sûr sous surveillance. On va pas donner l'adrénaline, je sais pas, sans avoir un monitorage à côté. Il existe la voie inhalée, la voie injectable. Il existe la nébulisation en subcutané et en intraveineux. Il est réservé à la réanimation. Est-ce que c'est bon pour les bronchodilatateurs? Donc, un petit rappel, on a parlé de A, bêta-2-magnétique de courte durée d'action, B, bêta-2-magnétique de longue durée d'action, on a parlé des anticoénergiques de courte durée d'action, on a parlé de l'association anticoénergique de courte durée d'action et bêta-2-magnétique de courte durée d'action, on a parlé des anticoénergiques de longue durée d'action, on a parlé de la théophylline et de l'adrénaline. Là, on va passer au traitement clé de l'âge qui sont les anti-inflammatoires et c'est les corticoïdes qui viennent en premier, c'est le chef de file de la thérapeutique. Donc, vous connaissez la corticothérapie. La voie orale, elle a la même efficacité et le même délai d'action que la forme injectable. Je l'ai mis en rouge, pourquoi? Parce que c'est important à savoir, vous pouvez sauver un malade qui a une crise d'asthme avec des comprimés qu'il a dans sa poche, dans sa couche. La corticothérapie par voie orale, donnée par voie orale, elle a le même délai d'action que la voie injectable. Donc, vous pouvez trouver un malade en 2 à 4 heures avec un effet différé supérieur à 6e heure. Les molécules, il y en a pas mal. Les prédnisone, il y a le Solipred, il y a le Prednisolone, il y a Epipred, il y a beaucoup de noms. Le Prednisolone et le méthylprednisolone. Et là, je vous ai mis en mauve la dose qui correspond 5 mg de prednisone. C'est la même chose, c'est 5 mg de prednisolone et c'est 4 mg de méthylprednisolone, c'est le Medrol, c'est le Telestène. Donc, la dose qu'on donne généralement à l'adulte, c'est 0,5 à 1 mg kilo par deux. Pour l'enfant, c'est 1 à 2 mg par kilo par deux. Donc, c'est la dose à ne pas dépasser. 0,5 à 1 mg par kilo par jour. Un patient qui fait 60 kg, vous allez nous donner 60 mg.
Donc là, on a parlé de la voie orale et qui est de courte durée. Il faut donner 5 à 10 jours. Quand vous donnez 5 à 10 jours, il n'y a pas de précaution particulière. Parce que vous savez que la corticothérapie a beaucoup d'effets secondaires à la langue et ça peut donner un traînage et donner une insuffisance surrénalienne. Mais vous êtes sûr et vous êtes tranquille si vous ne dépassez pas 10 jours. Et dans les crises d'asthme, généralement, on ne dépasse pas 10 jours. On arrête brutalement. Contrairement à certaines maladies où on donne une corticothérapie au long cours, si vous dépassez des mois, vous devez faire une dégression de cette corticothérapie et surveiller la surrénale. Donc, pour la corticothérapie, que ce soit pour une pneumopathie, une bronchite qui plante, on peut donner parfois la corticothérapie, on ne dépasse pas 10 jours. Là, on ne dépasse pas 10 jours pour la crise d'asthme. La voie injectable, elle est utilisée généralement dans les crises sévères, dans les urgences, dans les services de pneumologie. Donc, il y a l'immunosupprimant d'hydrocortisone 100 mg. Il y a le méthylprédnisone avec des dosages 20, 40, 120 mg. Et l'équivalence 100 mg d'émulsifiant d'hydrocortisone équivaut 20 mg de méthylprédnisolone. La posologie, elle est de 1 à 2 mg par kilo par jour, c'est le polymédrol, ou 4 à 8 mg par kilo de l'émulsifiant d'hydrocortisone. Surtout dans les crises sévères, on utilise uniquement les corticoïdes à action rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, on utilisait la corticothérapie à effet retard. Donc, les malades qui faisaient beaucoup de crises, ils réclamaient à se faire injecter par les corticoïdes retard. C'est des corticoïdes qui restent dans l'organisme pendant des mois. Et c'est quoi les conséquences? C'est les effets secondaires, l'ostéoporose, l'hypertension artérielle, le diabète. Donc, on utilise uniquement les corticoïdes à action rapide. On n'utilise plus les corticoïdes à effet retard. Pour les corticoïdes, on a parlé des voies systémiques qui est la voie orale, la voie injectable. On va parler de la voie inhalée qui est la pierre angulaire de traitement de fond de l'asthme. La maladie asthmatique, c'est une maladie qui touche les bronches, donc on va privilégier tout ce qui est spray, tout ce qui est médicament qui va rentrer vers les bronches. Et on a plusieurs molécules également, le beclomethasone, le budesonide, le fluticasone, et également c'est des équivalents. Donc, c'est pas les mêmes dosages. 250 microgrammes de beclomethasone équivaut à 125 microgrammes de fluticasone, équivaut à 200 microgrammes de budesonide. Quel est le rôle thérapeutique? Son rôle, il est très important dans la maladie asthmatique. Il va diminuer les signes cliniques, il va diminuer la sévérité et la fréquence des épisodes, il va améliorer la fonction respiratoire et diminuer les réactivités bronchiques. Donc, il agit à tous les niveaux de la maladie. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est pour ça qu'il est considéré comme la pierre angulaire de traitement des sons. Bien sûr, il a des effets indésirables, mais qui restent minimes. Candidose oropharyngée, il y a des patients qui rapportent une rauquité de la voix, une fragilité cutanée, une toux irritative des voies aériennes, mais la prévention, elle est simple. On demande aux patients asthmatiques, quand ils utilisent leur spray de corticothérapie inhalée, de se laver la bouche. Pourquoi candidose? Parce qu'il y a des pots, des poudres au niveau de la langue, au niveau du pharynx. Donc, c'est simple, rincer la bouche et utiliser de préférence une chambre d'inhalation qui va diminuer le dépôt pharyngeux. La chambre d'inhalation, je vais vous montrer des images. C'est une chambre, c'est un embout en plastique où on met le spray qu'on va utiliser. Ça peut être un bronchodilatateur, ça peut être de la corticothérapie inhalée. Et l'autre bout est dans la bouche du patient. Donc, quand vous faites le spray, le dépôt ne va pas aller directement vers l'oropharynx. Ici, c'est un tableau qui vous résume tous les corticoïdes qui sont disponibles avec les formes voie inhalée et la voie injectable avec les différents dosages. Là, pour la corticothérapie inhalée, c'est les équivalents pour savoir si votre patient il a une dose faible, modérée ou bien dose forte. Donc, pour le beclomethasone, si vous donnez à un patient une dose inférieure à 500, c'est faible. Entre 500 et 1000, c'est moyenne. Entre supérieur à 1000, c'est fort. Vous allez me dire pourquoi ces dosages. Vous allez comprendre quand on va commencer à adapter le traitement de fond. Je vous explique. Un patient chez qui j'ai préconisé de donner une dose faible de beclomethasone moins de 500.
Je le revois en consultation. Il me dit que je fais pas mal de crises d'asthme ces 3 derniers mois. Je suis obligé d'augmenter la dose. Donc, je passe à la dose moyenne. Il est sous dose moyenne et il n'est pas contrôlé, il fait des crises. Je augmente la dose. Donc, l'objectif du médecin, c'est que son patient ne va pas faire des crises et ne va pas utiliser les bêta-2-mimétiques de courte durée d'action. Donc, c'est notre but, c'est la stabilité des voies aériennes et la diminution, voire la disparition des crises. Donc, en résumé, les corticoïdes dans l'asthme, la voie inhalée au long cours réduisent et contrôlent les symptômes, ils préviennent les exacerbations, ils améliorent la fonction pulmonaire, ils potentialisent les effets des bêta-2-mimétiques, ils réduisent l'hyperactivité bronchique, il y a une relation dose et effet, ils diminuent la morbidité et la mortalité, c'est évident. S'ils diminuent les exacerbations, on va éviter les décès par asthme aigu grave. La posologie, il est adapté selon la sévérité de l'asthme. On peut juger l'efficacité à partir de 2 à 3 semaines. C'est pas comme les bronchodilatateurs de courte durée d'action où le malade, il est en crise. Vous donnez un bêta-2-mimétique de courte durée d'action, il est soulagé. La corticothérapie, il aura un effet après 2 à 3 semaines. C'est pour ça, on doit voir le malade minimum après 3 semaines pour voir s'il est bien contrôlé ou pas. Les effets secondaires, on les a vus, la voix rauque et mucose buccale. Pour la corticothérapie par voie systémique, on l'utilise dans l'asthme, mais dans les exacerbations et en cours de 8 à 10 jours maximum, ou bien dans les formes les plus sévères d'asthme. Vous allez voir un tableau. Parfois, on est obligé de donner une toute petite dose de corticothérapie orale chez des malades très difficiles à contrôler. Mais la pierre angulaire de traitement de l'asthme, c'est la voie inhalée. Vous voyez les effets bénéfiques de la voie inhalée. Ça, c'est pour le traitement de fond. La voie systémique, généralement, il est utilisé pour le traitement de la crise. Donc, toujours dans les anti-inflammatoires, petit A, c'était les corticoïdes. On a vu la forme inhalée, la forme par voie systémique. Les antilocritriennes, c'est le mentholita, c'est le pendulaire. Il y a pas mal de génériques qui viennent de sortir avec des dosages 4, 5, 10. La dose à donner en fonction de l'âge. Par exemple, pour un nourrisson, on donne 4 mg. Pour un enfant, 5 mg. Pour un adulte, on donne 10 mg. C'est une forme poudre ou comprimée. C'est un anti-inflammatoire. Elle a une efficacité modérée. Parfois, on le donne en alternative pour les corticoïdes inhalés. Donc, vous pouvez trouver chez un asthmatique, au lieu de trouver le corticoïde inhalé, vous allez trouver le mentholita singulaire. Ça fait effet. C'est un traitement anti-inflammatoire qui agit, et certes, efficacité moindre, mais c'est un traitement qu'on utilise dans le traitement de fond de l'asthme. Il y a les associations fixes. J'ai insisté tout à l'heure, ne donnez jamais un bronchodilatateur de longue durée d'action seul. Donc, on a les corticoïdes inhalés associés. J'ai mis ce tableau tout à l'heure. Le ticazone salméterol, c'est l'exemple de Steric. Le dijonide formoterol, c'est le Symbicort. Mon méthazone, c'est formoterol, c'est le Zénal. Donc, c'est des associations avec ça, c'est les corticoïdes, le ticazone, le dijonide et le méthazone. Salméterol, formoterol, c'est les bronchodilatateurs de longue durée d'action. C'est des associations fixes dans le même dispositif. Donc, jusque-là, on a vu les principaux traitements de l'asthme. Là, on va voir la biothérapie qui est réservée à certains centres hyper spécialisés. Les anti-IgE, c'est les anticorps monoclonales. On vient de les commercialiser au Maroc récemment. Ça coûte hyper cher. La seringue coûte 3000 dirhams. Et parfois, on a besoin de 2 seringues, c'est-à-dire 6000 dirhams, qu'il faut répéter chaque mois. Et c'est un traitement au long cours. C'est quoi le but de ce traitement? C'est pour les malades qu'on n'arrive pas à gérer avec une forte dose de corticothérapie inhalée, bronchodilatateur de longue durée d'action, anticoénergique, ils restent toujours symptomatiques. Quand on fait le bilan entre qu'ils ont des IgE très élevés, dans ce cas, on peut leur proposer les anti-IgE. Il y a d'autres biothérapies, on les utilise pas au Maroc, mais ils sont utilisés dans d'autres pays, par exemple en France, on utilise les antileucotriennes dans certains centres spécialisés selon le profil de la vie. La thermoplastie, j'ai fait exprès de mettre cette plaque pour connaître. C'est quoi? C'est une technique expérimentée depuis quelques années, notamment au Canada. Ça consiste en quoi? Consiste à détruire les muscles lisses bronchiques. Rappelez-vous
de l'âge, de la définition de la physiopathologie. Le muscle lisse se contracte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il consiste à décrire ce muscle lisse bronchique qui se contracte par la chaleur pour relâcher le tonus des branches et éviter l'obstruction. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est au décours d'une fibroscopie. Et là, il commence à détruire ce muscle lisse et se réalise via une endoscopie bronchique avec une soupe de radiofréquence couplée. Et ça nécessite plusieurs séances, territoire par territoire. Donc, on a des bronches, on a des tegmentaires qui sont obligés à chaque fois de faire une endoscopie. Indication préférentielle, c'est les asthmes non iosinophiles. C'est-à-dire que les asthmatiques qui n'ont pas des iosinophiles. Donc, c'est des techniques qui s'utilisent ailleurs, pas encore chez nous. Donc, on a vu les moyens médicamenteux pour l'asthme. Il y a d'autres moyens médicamenteux qu'on associe à ce traitement d'asthme. On va les voir, ils sont importants. Et j'avais parlé de la rhinite. On ne traite jamais un asthme sans traiter la rhinite, parce qu'on ne va pas le contrôler. Donc, les autres moyens médicamenteux, l'asthme ne pourra pas être contrôlé si les facteurs favorisants ne sont pas pris en charge. Systématiquement, l'interrogatoire va rechercher l'environnement domestique, professionnel, et sa relation à la survenue des symptômes et des exacerbations. On a parlé lundi de l'asthme professionnel. Je ne veux pas traiter un asthmatique avec un traitement lourd et je le laisse dans une ambiance qui cause des crises d'asthme. C'est pour ça que je reclasse ces malades. Si je trouve que c'est un asthme professionnel, je ne vais pas le laisser dans ce milieu qui lui cause des crises. Donc, c'est pour ça l'interrogatoire est très important. Donc, vous allez donner le maximum de la thérapeutique qui existe de l'asthme. Il va vous faire des crises parce qu'il est devant les allergènes qui provoquent les crises. Donc, sévrage tabagique, encouragement fort et répété et éviction des irritants bronchiques, domestiques et professionnels. Ça, le tabagisme, il peut provoquer les crises d'asthme, on les a vus, mais également il diminue l'efficacité de la thérapeutique. Donc, on a constaté que les fumeurs, ils ont besoin d'une dose de plus que les non-fumeurs. Prise en charge de l'obésité, du stress, de l'anxiété et des comorbidités, le syndrome d'apnée du sommeil, parce que on a constaté que si on ne traite pas ces comorbidités, on ne peut pas stabiliser l'âge. Donc, l'âge dégrade ses comorbidités et vice-versa. La rhinite allergique doit être traitée en parallèle avec le traitement de l'asthme. Et pour ça, vous allez trouver dans l'ordonnance de l'asthmatique le traitement de son asthme. Et parfois, vous allez découvrir qu'il y a aussi les antihistaminiques ou les corticoïdes nasales pour traiter les symptômes de la rhinite. C'est la même muqueuse du nez vers les branches. Et parfois, ça démarre au niveau du nez et ça descend au niveau des branches. Donc, c'est souvent, c'est plus de 80% des cas, vous allez trouver un asthmatique et aussi, il a également une rhinite. Donc, vous n'allez pas donner le traitement de l'asthme et laisser l'inflammation au niveau du nez. Également, le reflux qui cause des exacerbations, il faut traiter par les IPP. L'aspirine et les anti-inflammatoires, on a vu la dernière plaque, lundi, le syndrome de Fernand-Vidal. Donc, c'est une allergie à l'aspirine avec une sinusite avec de l'asthme. Ils sont contre-indiqués chez les sujets qui ont des antécédents d'hypersensibilité. Il faut donner l'oxygène si on est arrivé à un stade d'insuffisance respiratoire chronique, et ça se voit, les asthmatiques à la longue, mal contrôlés, qui arrivent au stade d'oxygénothérapie au long cours. Prévention des infections respiratoires, et la preuve c'était la pandémie Covid. Vous avez vu que les malades fragiles qui ont fait beaucoup de séjours en réanimation et les décès survenaient chez des patients qui ont des maladies, des comorbidités comme de l'asthme. Donc, traiter des bronches saines, c'est pas comme traiter des branches qui sont malades. Donc, c'est pour ça, pour prévenir les infections respiratoires, on privilégie chez ces malades la vaccination antigrippale et la vaccination anti-pneumococcique. Les bêta-bloquants, j'ai dit un petit mot l'autre jour, sous toutes leurs formes, y compris collier, peuvent aggraver un asthme parce qu'il y a un passage systémique. Et on a vu ensemble le traitement, il est basé sur les bêta-mimétiques de courte durée d'action pour traiter une crise. On va pas donner un patient un bêta-bloquant qui va l'aggraver. Donc, toujours, avis du pneumologue et cardiologue s'impose pour juger le rapport bénéfice-risque. Et parfois, on demande au cardiologue soit de changer, soit donner des bêta-bloquants cardiosélectifs. Donc, ils n'ont pas une action sur les branches.
Toujours les autres moyens médicamenteux, on a vu l'immunothérapie, on a vu les tests toujours pour prouver que l'âge il est allergique. On peut traiter en donnant une désensibilisation, une immunothérapie allergénique. Il consiste à administrer un allergène auquel le malade est allergique. Je vous donne un exemple. Quand il y a un asthme allergique aux acariens, donc ça existe une immunothérapie, on va donner l'allergène lui-même à des doses faibles jusqu'à une dose d'entretien pour accoutumer l'organisme à cet allergène pour qu'il ne passe pas les crises d'asthme quand il est dans une ambiance où il y a des acariens. Mais la difficulté de l'immunothérapie spécifique, il faut de longue durée. Ça dépasse 3 ans, voire 5 ans pour avoir une efficacité. Et on a pas mal d'extraits allergéniques. Il y a l'olivier, il y a les acariens, il y a les pollens et il y a plusieurs formes. On donne par la voie subcutanée, donc des injections. On peut donner les sublinguales, donc c'est chez lui. Le patient peut prendre chez lui cette immunothérapie ou bien orale. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté chez les asthmatiques? C'est qu'on a prouvé qu'ils ont une allergie à un allergène. Le fait d'associer une immunothérapie spécifique, ça va diminuer l'hyperréactivité bronchique et diminuer les symptômes cliniques. Et vous voyez la durée, c'est 3 à 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les moyens thérapeutiques, on a vu les moyens médicamenteux pour l'asthmatique, on a vu les autres moyens qu'on peut, et parfois on est obligé de donner, type les immunothérapies spécifiques et traiter un reflux, traiter une infection, traiter une rhinite. Donc, c'est des moyens associés au traitement de l'asthme. C'est pas le traitement de l'asthme, mais c'est traiter les facteurs qui peuvent favoriser ou aggraver l'asthme. Donc là, on va voir les modalités thérapeutiques. On sera devant deux situations. Lesquelles? Crise d'asthme et maladie asthmatique. Donc, on a deux situations. Le traitement sera, bien sûr, différent. On a vu toute la thérapeutique plutôt de l'asthme. On va voir d'abord les indications. Quand est-ce qu'on donne le traitement pour la crise? Quand est-ce qu'on donne le traitement pour la maladie asthmatique? On va voir maintenant le traitement des épisodes, des exacerbations, c'est des crises qui se répètent. On a vu la définition tout à l'heure. La prise en charge de la crise de l'asthme se fait en 3 étapes. Rappelez-vous, vous êtes devant un patient qui y a une crise d'asthme aux urgences. Votre prise en charge se fera en 3 étapes. Quelle est la première étape? C'est évaluer la sévérité de la crise. On ne va pas traiter toutes les crises de la même manière. Je peux avoir 3 personnes qui sont en crise d'asthme et je ne vais pas donner la même thérapeutique de la crise pour chacun parce que le degré de sévérité, il est différent. Donc, d'abord, avant de proposer le traitement de la crise, d'abord évaluer la sévérité. Deuxièmement, reconnaître les facteurs à haut risque pour un traitement ultérieur en milieu médical. Il y a des patients chez qui vous allez donner un traitement, ils repartent chez eux. Il y a des patients que vous allez imposer un séjour en hospitalier parce que vous avez jugé qu'il y a un facteur à haut risque. On va les voir. Et bien sûr, il faut démarrer le traitement le plus tôt possible sur le lieu de la crise. C'est pour ça, on préfère donner des ordonnances préétablies pour nos patients pour qu'ils gèrent leur crise à domicile avant d'arriver à l'hôpital parce que ça sauve parfois. Comment on évalue la sévérité de la crise d'asthme? Vous pouvez être devant une crise légère, modérée, sévère, voire carrément un arrêt respiratoire imminent. Vous pouvez rien faire pour ce patient. Donc, comment on va évaluer la sévérité? On est des cliniciens, donc vous voyez, le malade, est-ce qu'il est dyspnéique, la fréquence respiratoire, c'est des critères cliniques. Est-ce qu'il arrive à parler? Est-ce qu'il est vigilant ou obnubilé? Sa fréquence respiratoire, vous pouvez la compter. Est-ce qu'il y a une dépression des espaces intercostopharyngés, un tirage? Il est en détresse respiratoire? Est-ce que l'auscultation, il y a des sifflements? Est-ce qu'il est en tachycardie le pouls? Donc, vous voyez, c'est des critères cliniques. Et là, les critères paracliniques, je considère même le débitmètre de pointe faisant partie de la clinique, parce que c'est un outil qui est simple. On l'a vu, la première partie de l'asthme. Le DEP avant, quand vous recevez le patient, et quand vous donnez un bronchodilatateur pour voir si
Il est soulagé après bronchodilatateur, la saturation bien sûr, et en milieu médical, et c'est le médecin qui le fait, la PaO2 et la PaCO2 parce que c'est un geste médical, c'est fonctionnel à faire pour voir la quantité d'oxygène et la quantité, la PaCO2, de gaz carbonique. Là, sur ce tableau, c'est la classification de la crise d'asthme selon le consensus international. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a des paramètres cliniques et paracliniques, légère, crise légère, modérée, sévère et arrêt respiratoire imminent. Donc, je vous donne un exemple, je crois que j'ai déjà mis des cercles. Donc, si je vous dis que la fréquence respiratoire de mon patient, il reste inférieure à 25 cycles par minute, vous allez me dire qu'il est en crise légère. Mais faites attention, il peut avoir une fréquence normale et il peut avoir une difficulté à respirer. Vous voyez la difficulté à parler, ça va surclasser votre crise. Donc, ce n'est plus une crise légère, c'est une crise modérée. Également, la pulsation, le pouls, il est tachycarde entre 100 à 120, je suis dans la modérée. Et le DEP, c'est un outil très, très important pour évaluer votre crise d'asthme. Un DEP inférieur à 60% de la valeur théorique. Donc, c'est classé comme sévère. Donc, vous voyez quels sont les paramètres pour évaluer votre crise d'asthme. C'est la difficulté respiratoire, c'est l'expression orale et la vigilance, c'est la fréquence respiratoire, c'est la contraction des muscles accessoires et tiracuternales, c'est l'existence des petits bilans, c'est le pouls, c'est le DEP après bronchodilatateur, la pression artérielle en oxygène et en gaz carbonique et la saturation. Là, j'ai pas mis un texte, mais je vous dis, si vous êtes devant un malade qui a un tirage, qui n'arrive pas à parler, le pouls et les pilons, et quand vous l'auscultez, vous trouvez qu'il n'a pas de race bilan, c'est un signe de gravité. Il est en train de partir, ce malade. Il va vous faire un arrêt respiratoire imminent. Donc, vous voyez sibilant, absence de sibilant dans l'arrêt respiratoire imminent, mais vous avez des critères de gravité. Somnolence, il y a mouvement thoraco-abdominal, impossible à faire un DEC, la saturation est inférieure à 90%. Donc, si vous voyez un silence auscultatoire d'un patient qui a des signes de sévérité dans les autres critères, vous êtes devant un arrêt respiratoire imminent. Il n'arrive plus à respirer ce patient. Donc, ça, c'est le tableau de la classification. Il faut se rappeler de ce tableau. C'est le tableau de la classification de la crise d'asthme. Donc, je peux vous dire comment, des critères pour classer la crise légère, modérée, sévère ou arrêt respiratoire imminent. Donc, on a vu dans la plaque de la prise en charge de la crise d'asthme, évaluer la sévérité. On va maintenant voir quels sont les facteurs à haut risque. Après, on va voir les traitements. Quels sont les facteurs à haut risque? Si le malade a une corticothérapie systémique en cours ou un sévrage restant, c'est pour moi un signe de sévérité. Il prend de la corticothérapie systémique et malgré ça, il est en fluide. Donc, c'est un patient qui sera difficile à gérer. Ou un sévrage restant. Le fait du sévrage restant, c'est un malade qui va être grave. Une hospitalisation ou des consultations multiples, vous allez interroger votre patient ou son entourage, vous allez découvrir que ce patient consulte souvent aux urgences, donc, surtout dans l'année précédente, c'est un facteur à haut risque. Donc, c'est un patient que vous pouvez traiter, et il sort de chez vous et il va faire un asthme aigu grave. Donc, c'est des malades qui sont à haut risque de mortalité. Admission antérieure en unité de soins intensifs. Un patient qui a été déjà intubé ventilé pour une crise d'asthme, vous allez le prendre plus au sérieux d'un patient qui n'a jamais fait un séjour en réanimation. Et bien sûr, des personnes qui n'ont pas d'observance de programme thérapeutique. C'est des personnes qui ne suivent pas le traitement de fond de leur maladie. Donc, c'est des malades à haut risque de faire un asthme aigu grave. Quels sont les médicaments de la crise? Il faut les connaître, après on va les détailler selon chaque type de sévérité. L'oxygène, les bronchodilatateurs de courte durée d'action, les corticothérapies par voie systémique, l'adrénaline, intubation et ventilation qui est nécessaire pour les crises sévères en réanimation. Donc, vous voyez, oxygène, bronchodilatateur de courte durée d'action, ça peut être les anticoénergiques de courte durée d'action, ça peut être les bêta-2-mimétiques de courte durée d'action, et la corticothérapie par voie systémique,
Ça peut être par voie orale ou bien par voie injectable. On a dit que le délai d'action, c'est le même. Le lieu de traitement, ça peut être en ambulatoire si vous êtes devant une crise légère, vous pouvez donner un traitement de la crise et vous laissez partir votre patient. Mais en milieu médical, si l'exacerbation est d'emblée modérée à sévère, si l'exacerbation est non améliorée par un traitement déjà pris par ce patient, s'il y a l'existence de facteurs de risque ou de signes de gravité, on les a vus, une désaturation, un malade qui ne prend pas son traitement, une corticothérapie, un séjour en réanimation, incubation, ventilation. Donc, c'est des malades qu'il faut laisser en milieu médical quelque temps pour les contrôler. Les facteurs de risque indiquant une prise en charge en milieu médical, c'est surtout quand vous avez un DEP qui est très bas, inférieur à 40%, les antécédents d'épisodes sévères, des symptômes prolongés avant la consultation, un malade qui habite loin de l'hôpital, donc accès difficile aux soins et difficulté de transport à l'hôpital en cas de détérioration. Donc, si vous avez un malade qui vient, qui s'est tapé, je ne sais pas, 200 km pour arriver chez vous, pour une crise d'asthme, vous allez le traiter et de préférence le surveiller. Parce qu'il n'est pas à l'abri de faire une autre crise si sévère et qu'il revient chez lui, il ne pourra pas revenir pour vous le traiter. Donc, c'est des malades, il vaut mieux les prendre en charge au moins 48 heures en milieu hospitalier. Donc, là maintenant, on va traiter crise par crise. Vous êtes devant une crise légère. Donc, le traitement en ambulatoire, on va donner un bêta-2-mimétique inhalé. Pour que ça soit facile pour vous à prendre les doses, rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le délai et la durée d'action. Le délai d'action, il est rapide. La durée d'action, il est de 4 à 6 heures. Ça sous-entend que vous allez répéter votre bronchodilatateur minimum 4 fois par jour. Parce qu'on a 24 heures. Si le bronchodilatateur, son action disparaît, donc il faut le répéter. Donc, devant une crise légère, vous allez donner 2 à 4 bouffées toutes les 20 minutes, la première heure. D'accord? Si amélioration, ce malade va partir chez lui avec 2 bouffées 4 fois par jour. Parce que les bronchodilatateurs, leur délai d'action, c'est en 4 à 6 heures. Donc, il faut 4 prises. 6 fois 4 est égal à 24. Donc, 4, pour vous rappeler combien? Généralement, on donne 2 bouffées 4 fois par jour pendant 2 à 4 jours. Pardon. Sinon, amélioration ou aggravation. Donc, le malade, vous avez donné que le bronchodilatateur, il s'améliore pas ou il s'aggrave. Donc, vous êtes dans la crise modérée à sévère. C'est plus léger. Donc, si c'était une crise légère, avec les quelques bouffées de bronchodilatateur, le malade va être bien. Et ça arrive souvent, un malade qui fait une crise, par exemple, la vie d'effort. Il fait ses bronchodilatateurs, et ça y est, ça disparaît. Donc, vous voyez, le traitement en ambulatoire, les bêta-2-mimétiques inhalés, c'est le traitement de la crise. Si ça passe, amélioration, il continue ses bronchodilatateurs 4 fois par jour pendant 2 à 4 jours. Sinon, amélioration, aggravation, vous êtes dans la crise modérée à sévère et le traitement sera le suivant. Vous voyez, il est très différent de la crise légère. Vous voyez les bouffées, on est passé à 6 à 8 bouffées par chambre d'inhalation toutes les 20 minutes, la première heure, ou nébulisation. Vous n'avez pas la nébulisation, vous utilisez la chambre d'inhalation. C'est la même durée, d'accord. Au service des urgences, vous avez la nébulisation et vous allez faire le cocktail qu'on a expliqué tout à l'heure. On prend 5 mg de salbutamol à mélanger avec 4 ml de thérapie physiologique et rajouter de préférence l'anticoénergique parce qu'il potentialise l'effet de bêta-2-mimétique avec un débit d'oxygène vitaminique. Donc, c'est le traitement d'une crise modérée à sévère. Et là, ce qu'on rajoute, c'est toujours remarqué, il y a la place de la corticothérapie systémique. Soit orale, soit parentérale, parce que vous êtes dans la crise modérée. Donc, rappelez-vous, la corticothérapie par voie systémique, ça commence à partir de la crise modérée. La crise légère, je peux ne pas donner la corticothérapie corticothérapie systémique, mais la crise modérée à sévère, il faut donner la corticothérapie par voie orale. Et là, vous avez le choix. Vous avez l'oral, vous donnez l'oral, on a vu tout à l'heure, c'est entre 0,5 et 1 mg kilo par jour. Vous allez l'injectable, surtout il vaut mieux utiliser l'injectable et n'oubliez pas l'oxygène. Les asthmatiques ont un bronchospasme, donc ils ne respirent pas normalement.
À certains moments, ils désaturent. Toujours le saturomètre pour voir. Notre but, c'est que leur poumon, que l'organisme soit oxygéné. Donc, on donne 1 degré d'oxygène pour avoir minimum une saturation au-delà de 90%. Donc, ça, c'est le traitement de la crise, modéré à sévère. Donc, on a donné tout ça, c'est-à-dire, on a donné les bronchodilatateurs, on a donné la corticothérapie et l'oxygène, puis amélioration. On continue ce bronchodilatateur toutes les 30 minutes, on est dans l'hôpital, on n'est pas à domicile. Donc, on continue notre protocole qui a marché pendant 3 heures. Puis, on donne un bronchodilatateur, il va sortir qu'il est stable, un bronchodilatateur de bouffées 4 fois par jour pendant 5 à 8 jours. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Je continue cette corticothérapie orale pendant 5 à 8 jours, maximum 10 jours, parce qu'un peu arrêté brutalement. Si aggravation ou non amélioration, là, il faut hospitaliser le malade et appeler la réanimation parce qu'on aura recours parfois à l'adrénaline, voire à la ventilation non invasive ou l'intubation. Donc, le traitement des exacerbations très sévères, unité de soins intensifs, c'est les nébulisations en continu, on n'arrête pas tout le temps, on remplit le bronchodilatateur avec le sérum, tout le temps le bronchodilatateur. Donc, il y a un bronchospasme tellement serré qu'il ne faut pas que j'arrête le bronchodilatateur. Corticothérapie injectable à forte dose, l'oxygène à fort débit pour avoir une saturation correcte. Sinon, amélioration par voie carrément, on passe à la voie injectable des bronchodilatateurs. Donc, je vous ai dit qu'il faut privilégier la voie inhalée. Mais à ce stade, on préfère, si ça donne rien, la nébulisation en continu, on préfère donner en perfusion ou bien envisager l'adrénaline, intubation et ventilation si nécessaire. Ça se passe en réanimation. Moi, pneumologue, j'utilise pas ces molécules. D'accord? Moi, je m'arrête à la crise modérée à sévère. Là, c'est des exacerbations très sévères et j'ai marqué unité de soins intensifs. C'est la réanimation qui va prendre en charge ce passé. Vous allez me dire comment je vais surveiller ce malade qui a fait une crise. Bien sûr, vous êtes clinicien à la clinique. Vous allez remarquer que le malade, sa fréquence respiratoire devient correcte. Il était polypnéique. La fréquence cardiaque va être stable. Il était obnubulé. Là, il devient de plus en plus conscient. Donc, c'est des critères fiables, cliniquement. Mais également, il y a l'outil de DEP. Donc, le DEP qui commence à s'améliorer. Donc, le DEP qui nous donne une idée sur le diamètre des branches. C'est quoi le diamètre de branche? On va lui demander d'expirer. Et s'il arrive à bien expirer, ça veut dire le bronchospasme commence à se lever. Et si la saturation nous montre qu'il est plus de 90%. La durée de surveillance des patients, crise légère, généralement 30 minutes. Crise modérée, 4 heures. Crise sévère, au-delà de 12 heures 24 heures. C'est pour ça, il ne faut pas lâcher les patients rapidement. Mais si il s'agit d'une crise modérée avec des facteurs à haut risque, préférez garder le patient quelques jours en hospitalier, au minimum 24 heures. Est-ce que c'est bon pour le traitement de la crise? Donc, la base du traitement de la crise, c'est les bronchodilatateurs de courte durée d'action, c'est la corticothérapie par voie systémique, c'est l'oxygène. Et parfois, à un stade ultime, c'est la réanimation, c'est les bronchodilatateurs par voie injectable avec une forte dose de corticothérapie, oxygène, voire adrénaline, voire intubation. Donc, c'est ça le traitement de la crise. On a vu le traitement de la crise. L'autre partie, c'est le traitement de la maladie asthmatique qui consiste à traiter la maladie asthmatique. Et là, c'est une maladie inflammatoire. Donc, le malade, le patient, il y a parmi vous peut-être des asthmatiques qui sont stables, ils sont en train d'écouter mon cours, mais ils sont asthmatiques. Pour être stable, pour qu'ils ne fassent pas des crises, ils doivent avoir un traitement de fond parce que la maladie, elle est là. C'est une maladie inflammatoire chronique. Donc, quel est ce traitement de fond? On va le voir. Également, il y a des étapes avant de proposer. Comme on a vu les étapes tout à l'heure pour traiter la crise d'asthme, il fallait évaluer sa sévérité. Ici, on va évaluer le contrôle de la maladie. On va proposer un traitement, puis on va réévaluer notre contrôle avec le traitement qu'on a proposé, puis on va adapter la thérapeutique. Donc, c'est des étapes. Comment on va évaluer ce contrôle? C'est simple, c'est avec la clinique et l'interrogatoire. Donc, vous voyez, niveau de là, je vous invite à prendre ce tableau.
Donc, il y a des caractéristiques à l'interrogatoire. Vous allez demander à votre patient s'il a des symptômes diurnes entre 0 à 2 fois par jour. Si vous dites que rarement j'ai des crises les jours, je fais des activités comme un sujet normal, je ne suis pas limité dans les activités, je fais jamais des symptômes d'asthme nocturne, rarement j'ai besoin de traitement. Le traitement de secours, c'est les bronchodilatateurs de courdiodation. Maximum que j'utilise mon spray de bêta-zolonique, ça ne dépasse pas 2 fois par semaine. Et le DEP et le VMS, chez moi, il est normal et je n'ai pas fait d'exacerbation. Dans ce cas, je dis que c'est un malade qui est contrôlé. La deuxième case, si à l'interrogatoire, mon patient me dit qu'il a une limitation des activités, des symptômes diurnes, supérieurs 2 fois par semaine, des symptômes nocturnes, donc il a, parmi ces critères, un ou deux, c'est-à-dire, il me dit qu'il fait des symptômes diurnes plus de 2 fois par semaine et qu'il a fait une exacerbation d'une fois par an, je le classe en partiellement contrôle. Il me dit qu'il a des symptômes nocturnes et il a besoin de traitement plus de 2 fois par semaine, je vous dire que c'est un patient qui est son asthme est partiellement contrôlé. Et l'asthme non contrôlé, s'il a 3 ou plus de critères de contrôle partiel, ou bien une exacerbation par semaine plusieurs fois par an. Donc c'est un tableau qu'il faut apprendre, parce que c'est des critères dont vous allez voir vos malades. Vous allez demander ces questions pour les classer, pour adapter la thérapeutique selon le niveau de contrôle. Donc, on a vu le niveau de contrôle. Et voici on suit généralement, on a parlé des recommandations GINA, on suit les recommandations GINA. Donc, c'est un tableau, c'est la même chose. Donc, vous voyez les symptômes de l'asthme diurne, réveil nocturne, traitement de secours, limitation d'activité, et il va cocher oui ou non. Si aucun item presque, il est bien contrôlé, partiellement contrôlé 1 à 2 items, plus de fois, il est non contrôlé. Donc, on a vu le niveau de contrôle. Là, on va voir le thérapeutique du traitement de fond de l'asthme. Avant d'aborder le traitement de fond de l'asthme, déjà, on a vu les moyens médicamenteux. Vous allez penser à des médicaments. Quels sont ces médicaments? Ce pas les médicaments de la crise. C'est les médicaments qui ont une longue durée d'action. Pour la thérapie inhalée, il peut être associé à un bronchodilateur de longue durée d'action, il peut être associé à un anticholinergique. D'accord? C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, quelles sont les règles de traitement de fond? Le traitement est déterminé par le niveau de contrôle de l'asthme. On vient de voir le niveau de contrôle. Si l'asthme n'est pas contrôlé, on passe à un niveau de traitement supérieur. Donc, mon patient était bien contrôlé. Il avait un traitement particulier. Je le revois après 3 mois. Je trouve qu'il est partiellement contrôlé. Donc, je vais augmenter un peu la charge thérapeutique pour qu'il soit contrôlé. C'est pas mon objectif. Si l'asthme n'est pas contrôlé, on passe au niveau de traitement supérieur pour contrôler cette asthme. Si le contrôle est maintenu pendant 3 mois, on passe au niveau de traitement inférieur. Par exemple, un malade à qui j'ai donné par exemple, 2 bronchodilatateurs et une corticothérapie inhalée pendant 3 mois. Il est stable, il n'a jamais fait de crise de plus. Je peux diminuer un bronchodilatateur. D'accord? Donc, selon le niveau de contrôle, le traitement doit être individualisé pour chaque patient en fonction de ses besoins, de ses comorbidités et de sa façon de vivre. Donc, vous n'allez pas trouver une ordonnance calquée, photocopier des ordonnances. Un patient, je donne par exemple une association. Un patient, je peux donner les formes qui ne sont pas affectées. Un malade, je peux donner un anticholinergique. L'autre malade, je vais donner l'anti-IgE parce qu'il a une IgE très élevée. Donc, c'est adapté au cas par cas. Et on doit toujours rechercher la dose minimum efficace pour un contrôle acceptable. Je ne vais pas bouger ce patient par des médicaments. Si j'arrive à le gérer par des médicaments, pourquoi rajouter un troisième? D'accord? Donc, parce que n'oubliez pas que chaque médicament, on a vu, chaque médicament a un effet secondaire. Donc, le minimum est de thérapeutiques efficaces qui permettent un contrôle acceptable de la maladie. Donc là, j'ai résumé les moyens médicamenteux de traitement de sang. Corticoïdes inhalés seuls, corticoïdes inhalés associés aux bronchodilatateurs de longue durée d'action, les antileucotriens, les anticholinergiques, les antinicotinoïdes, les anti-IgE, corticothérapie à faible dose, je l'ai dit tout à l'heure, parfois on est obligé de la donner pour des stades très sévères, les anti-interleukines pour les cancers hyperspécialisés,
Et bien sûr, n'oubliez jamais le contrôle de l'environnement et l'éducation thérapeutique qui doit être associée au traitement médicamenteux à tous les stades. Donc là, pour ne pas vous perdre avec toute cette thérapie qu'on vient de voir, voici les traitements de fond de la maladie. Donc, vous pouvez avoir un, deux, trois, ça dépend des stades. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les recommandations GINA, Global Initiative, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, c'est Global Initiative for Asthma GINA. Il est actualisé chaque année selon les nouveautés dans les prises en charge diagnostiques, mais également dans la thérapeutique. Donc, je vous donne un exemple. Ces 2 dernières années, le GINA a actualisé ses recommandations selon la pandémie Covid. Parce qu'à un certain moment, tout le monde avait peur de la corticothérapie et l'infection Covid. Ils ont commencé à arrêter leur traitement de fond et on s'est retrouvé avec des crises d'asthme et des asthmatiques non contrôlés. Donc, ces recommandations, ils sont actualisées chaque année selon les nouveautés thérapeutiques et selon s'il y a, par exemple, une virose dans ce qu'on a vécu il y a ces 2 dernières années. Donc, quelles sont les recommandations GINA 2021? Donc, j'essaie exprès d'actualiser ce cours parce que peut-être dans quelques années, vous allez avoir autre chose. Mais déjà, on est arrivé à ce stade. Donc, les cours des autres années, il n'y avait pas GINA 2021, vous avez trouvé GINA 2018, GINA 2019. Donc, j'ai actualisé ce cours pour voir quelles sont les nouveautés actuelles. Avant de prescrire aucune thérapeutique de fond pour un patient, il faut en premier évaluer, confirmer le diagnostic. Il faut savoir qu'on se trouve parfois avec des malades qui sont mal vus, qui sont vus, ils étaient vus à la va-vite. On a fait l'étiquette au diagnostic d'un asthme sans que ce soit de l'asthme. Donc d'abord, confirmer qu'il s'agit bien de l'asthme, parce que tout ce qui n'est pas de l'asthme. Donc la clinique et la spirométrie. Contrôler les symptômes et les facteurs de risque modifiables incluant la fonction pulmonaire. Par exemple, je ne vais pas donner un traitement de fond à un patient qui suffit de l'enlever dans une ambiance allergénique, il devient normal. Un coiffeur qui fait de l'allergie aux ceintures, s'il ne fait plus son travail, il va être bien. Donc, voir les symptômes et les facteurs de risque. Regardez qu'il y a des comorbidités associées. Un patient qui a un reflux non traité, vous n'allez jamais le contrôler. Donc, il faut donner un traitement de reflux. Un rhinitite, il faut donner le traitement de la rhinite. Technique d'inhalation et observance. On va voir ensemble tout à l'heure les différents sprays. C'est pas facile d'utiliser un spray. Vous pouvez le manipuler. Donc, ça nécessite une coordination entre main et bouche. Et c'est très difficile. Parfois, le malade n'arrive pas à inspirer ou bien il ne bloque pas sa respiration et tout le produit passe dans l'air. Il ne prend pas correctement son traitement. Il vient vous dire, j'utilise tous les sprays et je ne suis pas contrôlé. Il suffit de lui demander de faire le spray devant vous. Et vous allez découvrir qu'il ne manipule pas bien. Donc, technique d'inhalation, il faut, quand vous prescrivez quelque chose, il faut expliquer à vos patients comment l'utiliser. Et bien sûr, donner aux patients le choix. C'est ça les recommandations GINA actuelles 2021. On donne le choix aux patients. Il va choisir avec nous quelle thérapeutique qu'il peut utiliser pour qu'il soit le plus observant. Donc, ça avant toute thérapeutique. Vous êtes devant un malade, vous allez devant lui, c'est un malade qui n'a pas de crise. Là, je traite le fond, traitement de la maladie. Donc, voici le GINA 2021. C'est un tableau qui va vous faire un peu peur, mais il est simple. Qu'est-ce qu'ils ont préconisé en 2021? Ils nous ont donné 2 tableaux. D'accord? Selon le choix. On va le voir, il est en anglais, on va le voir en français. Donc, quels sont les deux choix? On a vu tout à l'heure le formoterol, qui est un bronchodilatateur de longue durée d'action, mais qui est une action qui est rapide. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous donnez à votre patient le formoterol dans le traitement de fond, pourquoi ne pas l'utiliser en crise au lieu d'avoir 2 dispositifs? C'est le même dispositif, mais associé toujours à une corticothérapie inhalée. Ça, c'est une option. Et ça va donner une meilleure observance. Avoir 3 sprays, c'est pas la même chose qu'avoir un seul spray. Donc l'observance sera meilleure. Avoir le même dispositif que vous pouvez utiliser en crise et en traitement de fond. C'est plus pratique.
Donc, on a ce choix, ou bien le traitement habitué qu'on avait toujours, traitement de fond et traitement de la crise à base de bronchodilatateurs de courte durée d'action, c'est la fameuse ventoline du torrent. Donc, c'est ça le choix qui a été préconisé parce qu'ils ont constaté, ils ont prouvé que le formoterol associé à la corticothérapie inhalée peut faire affaire traitement de fond et traitement de la crise. On va détailler ce tableau, vous allez comprendre. Donc, voici en français. Donc, nouveauté GINA 2021, on a le choix entre deux options. Donc, vous allez discuter avec votre patient. La première option, traitement de fond et traitement de secours, c'est l'option 1. C'est-à-dire, utiliser TSI, c'est la corticothérapie inhalée. Et j'insiste, il ne faut pas avoir un malade sans corticothérapie inhalée. Toujours on a le corticothérapie inhalé. Donc, la première option, c'est utiliser la corticothérapie inhalée associée au formoterol comme traitement de secours, c'est-à-dire en cas de crise. On a constaté qu'il réduit le risque d'exacerbation par rapport à un traitement à part de secours avec le tabac, c'est le bronchodilatateur. Tabac, c'est le bronchodilatateur de courte durée d'action, c'est marqué en bas. Donc, c'est la première étape. Donc, je vais discuter avec mon patient, je vais lui dire, parce qu'il y a des patients qui n'arrivent pas à laisser leur ventoline. C'est impossible. Donc, ça dépend du cas de chaque patient. Donc, vous allez lui dire, c'est mieux d'avoir les deux associés, surtout qu'on connaît que l'asthme est une maladie inflammatoire. Donc, il faut toujours avoir un petit inflammatoire avec le bronchodilatateur. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de loin. Donc, il y a des paliers. Le palier 1 et 2, c'est quoi? C'est quand votre patient, il a des symptômes moins de 4 à 5 jours par semaine. Dans ce cas, je le palier 1 et 2, et je peux lui donner, au besoin, je vais lui dire d'utiliser l'association corticostéroïde inhalée sous forme de on a le fameux Foradi, on a le dispositif qui s'appelle Foradi, il y a d'autres choses. Donc, si le malade, vous me dites que j'ai atteint ces symptômes jours par semaine, je vais lui dire, vous allez prendre 15 dispositifs que vous allez utiliser au besoin. Ce sera une seule dose de corticoïde avec le formoterol qui a une action rapide. Si mon malade fait des symptômes presque tous les jours, ou réveille avec un asthme une fois par semaine ou plus, donc ça reste qui est non contrôlé. Je vais le classer en cas d'espoir. Et là, qu'est-ce que je vais lui donner? Une faible dose de fond corticoïde inhalé formoterol, c'est-à-dire régulièrement, pas à la demande. Le palier 1 et 2, au besoin, c'est à la demande. Quand j'ai une crise, je fais mon spray. Pour le palier 3, chaque jour, 2 fois par jour, parce que la corticothérapie inhalée et le formoterol a une action 12 heures. Rappelez-vous l'action 12 heures, donc 2 fois par jour. Le palier 4, corticothérapie inhalée avec le formoterol. Et le palier 5, c'est un palier qui est très difficile, ils sont spécialisés, c'est pas le médecin général qui va le prendre en charge. Et vous voyez, il y a pas mal de médicaments. L'AMA, c'est les anticholinergiques. Et il y a le phénotype. Et vous voyez en rouge, c'est quoi? Pour tous les paliers, on utilise le même dispositif traitement de secours au besoin faible dose, corticostéroïdes inhalés et formoterol. Est-ce que c'est clair? Je vais encore expliquer. Donc, on a vu la thérapeutique de fond de la vie, qui est basée sur la corticothérapie inhalée, qui est la pierre angulaire de traitement. Et on connaît de l'asthme et une maladie inflammatoire chronique. On a découvert que le formoterol a une action qui est rapide. Il fait partie du traitement de fond. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas traiter la même pierre d'un coup. En même temps, le malade va utiliser le même dispositif en fond et en symptômes. Le traitement de fond tout le temps et quand il a une crise. Donc, si cette option est valable pour mon patient, surtout pour que les patients qui se perdent avec beaucoup de dispositifs, qui n'arrivent pas à connaître quel est le traitement de fond, quel est le traitement de la crise, vous allez trouver des patients que le traitement de fond s'arrête et ils continuent avec cette ventoline qui est le traitement de la crise. Ils vont jamais être soulagés. Donc, si on est devant ces patients, préférez cette option. Donnez l'association qui peut être utilisée, vous voyez, et traiter la même chose en fait les deux. Donc, on est tranquille que tout le temps, le malade a le même dispositif. Donc, c'est privilégier cette option. Mais option 1 est privilégiée si le patient est susceptible d'être peu observant. Dans ce cas, donc, ce dispositif sera l'affaire. Et en association, pourquoi en association? Pour qu'il ne reste pas seul
sous bronchodilatateur. Parce que si vous donnez formoterol seul avec un corticoïde inhalé seul, à un certain moment, le dispositif de la corticothérapie inhalée va se terminer. Il va se retrouver avec le bronchodilatateur de longue durée d'action seule. Et c'est grave, parce qu'on ne traite pas la maladie. La maladie, elle est inflammatoire. Là, c'est la première option. L'option numéro 2, également avec des paliers. Là, qu'est-ce qu'on constate? On a le traitement de fond et le traitement de secours alternatif. Quel est ce traitement de secours? Elle est là. Tabac, c'est les bronchodilatateurs, c'est-à-dire de courte durée d'action. Donc, il prend un traitement de fond et quand il a la crise, il fait son bronchodilatateur de courte durée d'action. Et le traitement de fond, comment il est? Donc, pour le palier 1, c'est un patient. Là, regardez la différence entre l'option 1. Ils ont regroupé le palier 1 et le palier 2. Dans l'option 2, le palier 1 et le palier 2, il est différent. Quel est le traitement du palier 1? Prendre une corticothérapie inhalée dès que le tabac est pris. Et je reviens, il y a longtemps, parce que il y a longtemps que je fais le tour de l'âge, il y a longtemps, le palier 1, on ne donnait pas un traitement de fond. On disait aux patients, vous êtes très bien contrôlé, vous faites une crise tous les 4-5 mois, vous prenez du bronchodilatateur à la demande. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que même s'il est contrôlé, l'inflammation est toujours là. Donc, autant, à chaque fois qu'il a une crise, quand il utilise son bronchodilatateur de courte durée d'action, il utilise une bouffée de corticoïdes inhalée avec. En même temps, il va diminuer l'inflammation qui est là. Donc, c'est pour ça, c'est nouveau. C'est un truc nouveau. Donc, palier 1, prendre le corticoïde inhalé dès qu'on a besoin d'un bronchodilatateur de courte durée d'action. Pour le palier 2, symptômes 2 fois par mois ou plus, mais moins de 4-5 jours par semaine, on va donner une faible dose. Regardez, la corticothérapie inhalée seule. Pour vous expliquer que c'est les chefs de file, corticothérapie. Donc seul, il n'y a pas de bronchodilatateur. Je vais voir si je vais gérer mon patient avec la corticothérapie seule. Si j'arrive pas à le gérer et il passe au palier 3, là, qu'est-ce que je fais? J'associe à l'ABA. C'est quoi le LABA? C'est un bronchodilatateur de longue durée d'action, qui peut être de formoterol, qui peut être autre chose. Il y a pas mal de molécules, on les a vu tout à l'heure. Et le palier 4, on augmente encore les doses. Le palier 5, c'est la même chose. Le palier 5, l'AMA, c'est les anticoénergiques, référé pour évaluation chez les spécialistes. Pour vous, généralistes, oubliez ce palier 5. Donc, en principe, c'est des paliers que les pneumologues ou bien les autres spécialistes qui les prennent en charge. Rappelez-vous que palier 1, palier 2, palier 3 et palier 4. Donc, comment je vais évaluer le résultat du traitement? Donc, je vais proposer une thérapeutique à mon patient selon le contrôle, soit l'option 1, soit l'option 2, et je vais voir si mon résultat il est efficace. Là, soit il est contrôlé, on est tranquille, soit il est non contrôlé, et là, je vais me demander est-ce que le malade a arrêté une thérapeutique, est-ce qu'il ne manipule pas son inhalateur, est-ce qu'il ne le traitement il n'est pas adapté au niveau du contrôle. Je dois rechercher des facteurs qui favorisent le non-contrôle. Est-ce qu'il y a des bêta-bloquants? Est-ce qu'il y a une infection, un reflux, une rhinite? Est-ce qu'il y a une immunothérapie spécifique si allergique prouvée? Je dois la donner. Comme ça, je règle ce problème patient qu'on n'arrive pas à contrôler avant d'augmenter la charge thérapeutique. Donc, vous avez donné un malade, par exemple, je prends l'option 2. C'est un palier 2, je donne une corticothérapie inhalée de faible dose. Je le revois 3 mois après, je trouve que le malade, il me dit que j'ai fait plusieurs exacerbations. Je vais lui poser une question. Est-ce que vous avez du reflux? Est-ce que vous avez arrêté quelque chose de votre thérapeutique? Donc, j'essaye de comprendre pourquoi il n'est pas bien. Si je trouve qu'il y a un souci, un oubli, ou bien il y a une comorbidité qui n'a pas été traitée, je traite la comorbidité pour augmenter la dose de sa corticothérapie. Par contre, si je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas de facteur favorisant, là, je passe un palier 2, palier 3, je rajoute un bronchodilatateur. Donc, c'est étape par étape. Donc, voici l'adaptation. Donc, vous pouvez partir du palier 1 au palier 5, quand vous pouvez partir du palier 5 au palier 1. Donc, vous pouvez réduire la charge thérapeutique selon le niveau de contrôle, comme vous pouvez l'augmenter. C'est ça comment on adapte. Donc, bien sûr, vous devez suivre, vous n'allez pas donner un traitement de fond sans suivi. Vous allez suivre votre patient, interrogatoire à chaque consultation, examiner le DEP, insister sur la prise régulière des médicaments,
vérifier la technique d'inhalation, éduquer votre patient. Et pour la surveillance, on a vu la spirométrie, c'est pour le diagnostic, mais également la surveillance tous les 6 à 12 mois minimum. Donc, on arrive au chapitre prévention. On a vu un peu l'éthiopathologie de l'asthme. Il y a un peu de bénéfice. Donc, on parle de prévention primaire, but de retarder l'apparition de l'asthme chez un patient, chez un nouveau-né qui va naître de 2 parents qui sont asthmatiques. Il y a des études qui préconisent parce qu'on a vu que plus de 50% de malchance qu'un nouveau-né soit atopique, il a 2 parents atopiques. Donc, si je suis devant un couple asthmatique qui attend un enfant, je peux leur donner des conseils, éviter la pollution, lutter contre les infections, un bon équilibre nutritionnel, éviter le tabagisme. Donc, j'essaye de diminuer le risque pour ce nouveau-né. La prévention secondaire, c'est celle qui va prévenir les exacerbations et réduire la mortalité. Il faut traiter la maladie asthmatique, le traitement de fond, il est indispensable. Et également le traitement non médicamenteux, qui est régulier, éduquer votre patient, lui expliquer, lui montrer la technique d'inhalation et n'hésitez pas à donner des brochures pour lui expliquer. Il y a carrément en pédiatrie, je sais pas si vous avez fait des stages en pédiatrie, il y a l'école de l'asthme pour expliquer aux enfants comment gérer leur asthme, comme l'école de diabétique. Donc, c'est très important. Ça, c'est un tableau pour vous dire comment on contrôle l'environnement. Donc, on a vu que les acariens, les blattes, les pollens causent beaucoup d'exacerbations. Donc, comment contrôler l'environnement, éviter l'aspirine et les bêta-bloquants, éviter la cigarette, pas d'animaux à la maison, au moins au moins pas dans la chambre, laver les draps, couvertures pour éviter les acariens, nettoyage régulier pour éviter les blattes et les cafards qui sont très allergiques. Donc, ça réduit les crises et les traitements peuvent être diminués. Le chapitre le plus important que je trouve, c'est l'éducation de l'asthmatique. Il ne suffit pas que vous soyez un médecin qui connaît la thérapeutique de l'asthme qui va écrire une ordonnance. Il faut savoir que cette personne va prendre votre ordonnance, si vous ne lui ai pas expliqué l'ordonnance, il va la ramener chez un pharmacien. Il va lui donner l'ordonnance et le pharmacien va lui donner les médicaments pour expliquer. Le pharmacien n'a pas fait l'étude de l'asthme. Parfois, il n'y a même pas le pharmacien, c'est le vendeur, et il ne va pas utiliser la thérapeutique. Vous avez jugé que vous avez fait votre travail, vous avez fait un bon travail, vous n'avez pas expliqué comment votre malade doit prendre sa thérapeutique. Donc, le but de l'éducation, c'est quoi? Permettre à ce malade d'être autonome pour que l'aggravation de l'asthme ne soit pas là. Démarche éducative va comporter 4 étapes. Il faut, selon le niveau intellectuel du patient, vous allez le gérer. Donc, évaluer les capacités d'apprentissage de la personne, définir les connaissances qui sont utiles. Parfois, je vois des patients qui viennent me dire, est-ce que vous pouvez me donner ce médicament parce que ma voisine le prend et il le trouve très efficace. Donc, c'est des idées reçues qu'il faut corriger, il faut leur expliquer que c'est cas par cas, c'est pas la même chose. Proposer aux patients des activités thérapeutiques, informations orales, écrites, démonstrations, lui donner une ordonnance préétablie en cas de crise. Toujours, il faut avoir des gadgets ou bien une thérapeutique de prêt pour utiliser devant vos patients. Évaluer la réussite et les difficultés et réajuster si besoin. Donc, je vais vous donner le traitement, vous allez lui expliquer et vous allez lui dire de redire ce que vous avez expliqué. Quel est le traitement de fond? Quel est le traitement de la crise? Ensuite, vous allez utiliser le spray bleu. Ensuite, vous allez utiliser le spray rose. Donc, il faut inciter et expliquer. Donc, c'est une connaissance indispensable. Connaître aussi les signes annonciateurs de la crise d'asthme. Il y a parfois des patients qui sous-estiment leur crise. Donc, vous allez leur dire, c'est quoi une crise quand vous sentez que vous êtes gêné. Si vous avez des millimètres de tension, le DEP est variable matin et soir. Quand vous êtes essoufflé, quand vous entendez des wheezing, c'est les signes annonciateurs de la crise d'asthme. Quand vous toussez, identifiez les facteurs déclenchants. Donc, vous allez lui expliquer que dans une ambiance où il y a un allergène, ça peut vous causer ces signes de crise d'asthme. Connaissance le traitement, l'intérêt de chaque médicament et son mode de prise. Utiliser son DEP correctement et savoir interpréter les résultats et adapter son traitement à son activité. Bon, parfois on reçoit des patients. Ça m'est arrivé un jour, j'ai donné un turbu à l'air à un patient.
Je l'ai vu le mercredi. Et ce survie alerte, c'est le thème du corps. Normalement, il y a 2 mois de traitement dans ce dispositif. Je l'ai revu pour contrôle la semaine d'après. Il a terminé son train. Il a commencé à jouer avec. Il a terminé. Donc, et il me dit que je ne me sens pas bien. Ça m'a rien donné. Je trouvais qu'il n'utilisait pas, qu'il n'inspirait pas. Il y a des malades qui faisaient le spray comme ça. Donc, il faut expliquer. Il faut expliquer. Si vous n'expliquez, il y a des malades qui utilisent le spray vide. Il y a des malades chez qui on a donné le système de gélules, les gélules qu'on met dans un dispositif. Ils ont avalé les gélules au lieu de les mettre dans les dispositifs originaux. Donc, il faut expliquer le traitement que vous avez écrit sur votre ordonnance. Message important pour le traitement, expliquer l'action de chaque médicament en faisant éventuellement de schémas simples. Vous dessinez les branches, vous dessinez la contraction du muscle, vous dessinez que la corticothérapie inhalée va traiter de l'intérieur, le bronchodilateur va vous sauver de le traitement de secours, mais il ne va pas vous traiter. Donc, c'est des explications. Identifier le médicament spécifique à chaque symptôme. Le bronchodilatateur traite le bronchospasme. Les corticoïdes traitent l'inflammation. Les antihistaminiques traitent l'allergie. Donc, différencier le traitement de fond et le traitement de la crise. Donc, c'est des explications que vous devez donner à vos patients. Le traitement de fond, c'est un traitement au long cours. Donc, il y a des malades, on donne une ordonnance et je vais pas attendre de lui dire de revenir dans 3 mois pour contrôle. Je suis pas là, par exemple. Il a un empêchement, il vient pas. Il a vu 3 mois dans l'ordonnance. Au bout de 3 mois, il arrête. Il vient 1 mois après avec une crise d'asthme sévère. Il faut expliquer aux patients que c'est un traitement au long cours. C'est un traitement au long cours qui permet d'éviter la survenue d'une crise. C'est au médecin de réduire ou augmenter. C'est pas au malade d'arrêter. Donc, ce sont les corticoïdes en spray pour lutter contre l'inflammation, associés selon le degré de contrôle au bronchodilatateur de longue durée d'action. Donc, vous voyez, tout se passe autour de cette corticothérapie inhalée. Évaluation de l'éducation. Donc, le patient doit être capable de citer les styles de l'asthme, doit connaître son traitement, et exécute correctement ses aérosols, utilise son DEC. Le système d'inhalation, on va voir, ça nécessite une éducation particulière. Par exemple, ça, c'est la nébulisation. C'est là où on met le salbutamol mélangé avec du sérum et cette pilule est reliée à un système d'oxygène. C'est la nébulisation. Là, c'est les différents dispositifs. Là, c'est un spray. Là, c'est un disque. Là, généralement, c'est le bronchodilatateur. Il y a longtemps, on différenciait le traitement de la crise et le traitement de fond par la couleur. Ce qui est bleu, c'est le bronchodilatateur. Le traitement de la crise qui est rose, c'est la corticothérapie inhalée. Là, c'est un dispositif, on met une gélule à l'intérieur et on inspire. Ça, c'est le survie alerte, c'est une poudre. Là, c'est un aérolyseur, on met une gélule. Il y a une aiguille qui va les piquer et vous inspirez, la gélule va être vide. Là, c'est la chambre d'inhalation. C'est très pratique pour les enfants parce que l'adaptation main-bouche est très difficile. Donc, on est sûr qu'ils vont inhaler leur thérapeutique. Là, c'est le survie alerte. Ils vont entendre le clic pour inspirer. Là, comment utiliser ces schémas. Donc, c'est pratique. Imprimer et donner aux patients comment ils utilisent, retirer le capuchon, agiter. On s'est retrouvé avec des patients qui n'ont même pas retiré le capuchon. Donc, il y a des anecdotes. Donc, c'est bon. Comment utiliser la chambre d'inhalation, comment la laver, comment placer l'embout. Le turbo alerte, comment on le dévisse. Donc, comment on inspire. Là, comment on met la gélule ici à l'intérieur. On appuie sur les 2 boutons, souffler et inspirer. D'accord? Donc, la prise en charge thérapeutique, on l'a vu ensemble, c'est un triangle, traitement pharmacologique, bien sûr, éducation thérapeutique et prise en compte de l'environnement. Donc, si vous prenez que le traitement pharmacologique, vous n'allez pas contrôler votre patient. Au niveau des 3 études. Éduquer le patient, et si l'environnement n'est pas adapté, vous n'allez pas pouvoir contrôler votre patient. Donc, il faut retenir, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique. Cette plaque va résumer tout le cours. Les signes cliniques sont évocateurs, mais tout ce qui dit qu'il n'est pas de l'asthme. Pensez au diagnostic différentiel. On les a vus ensemble, corps étranger, des CTO, des DB, il y a pas mal de diagnostics différentiels. La spirométrie, elle est indispensable.
pour confirmer le diagnostic, mais également le suivi de la maladie. Le traitement de la crise d'asthme est basé sur les bêta-2-magnétiques de courte durée d'action associés selon le niveau de sévérité à une corticothérapie par voie générale de courte durée et traitement des facteurs déclenchants. Je vous donne l'exemple d'un patient qui a une infection Covid ou bien une pneumopathie et une crise d'asthme. Vous allez traiter la crise et n'oubliez pas de donner les antibiotiques pour sa pneumopathie. Donc, traitez le facteur déclenchant. Le traitement de fond de l'asthme est basé sur la corticothérapie inhalée, associée éventuellement à d'autres médicaments selon le niveau de contrôle. On les a vus. Ça peut être un bronchodilateur de longue durée d'action, ça peut être un anticholinergique, ça peut être les antileucotriens, les IgE, les interleukines. Et il faut bien sûr une bonne relation médecin-malade. Et j'insiste sur l'éducation. Donc c'est bon, je vous remercie.